Eh bien, bonjour à tous dans ce webinaire dont le thème d'aujourd'hui est donc la protection par le droit des marques. Et donc plus précisément aujourd'hui, nous allons nous poser les questions qui peuvent être que peut-on protéger par une marque? Comment choisir sa marque? Quels sont les pièges à éviter? Combien ça coûte? Des questions donc qui peuvent concerner un certain nombre d'artisans de Haute-Vienne, et donc un certain nombre d'entreprises immatriculées à la Chambre de métiers de Haute-Vienne. Moi-même en tant que conseiller numérique et innovation à la chambre de métiers, donc ce sont des questions qui m'ont déjà été posées et voilà, il il paraissait opportun que d'organiser un webinaire donc avec, heu, une spécialiste de la propriété industrielle. Et donc aujourd'hui donc, nous recevons donc, heu, Julie Desrois, Julie Desrois de la du qui est conseil en propriété industrielle au cabinet Chaillot. Bonjour. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui est prévu pour, une durée de 1 heure et demie. Heu, pour faire une petite présentation, donc, donc vous avez vu donc, Julie Desrois, qui est conseillère en propriété industrielle au cabinet Chaillot, qui sera l'intervenante sur le sujet d'aujourd'hui. Tandis que je suis Olivier Wynne, donc conseiller numérique et innovation à la chambre de métiers d'Audienne et je serai l'animateur, de ce webinaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur votre écran, sur la partie de droite, vous pourrez poser des questions, donc des questions que nous lirons, au fil de la présentation et présentation qui devrait durer 1 heure et demie et qui sera suivie ensuite d'un temps de questions d'un échange de questions-réponses, d'1/2 heure a priori, où on pourra s'attarder donc, un peu plus sur des questions qui seraient un peu plus particulières, un peu et plus précises selon, selon vos cas particuliers. Donc voilà, je crois que nous sommes prêts et donc je vais vous laisser la main, madame Desrois, si ça vous va. Merci, très bien. Très bien. Donc vous me dites enfin vous mettez le Oui, PowerPoint en ligne, et c'est bon. c'est bon? Oui. Alors, enchantée, c'est un petit peu mystérieux, on ne sait pas qui est là, mais c'est pas grave, on y va. Donc le droit des marques, on va en parler, ce matin et le défilement ne marche plus. Si, ça marche. Si, ça Donc fonctionne. nous allons parler de, comment protéger une marque. Je vais vous parler rapidement un petit peu de la procédure devant l'INPI, donc les marques françaises, sachant que, une marque française vous protège en France. Si vous envisagez, d'exporter vos produits, de faire un site web, monde entier et d'avoir des clients dans le monde entier, le principe est un peu le même, mais vous n'êtes pas protégé à l'étranger par, une marque française. Donc aujourd'hui, on parle des marques françaises. On verra ensuite donc les conditions d'obtention et de validité de la marque, c'est-à-dire que la marque, doit répondre à certains critères et c'est avec ces critères et cette jurisprudence, récente qu'on va voir comment choisir sa marque, quelles sont les conditions qu'elle doit remplir. Puis ensuite, une mise en œuvre de la marque. Une marque ne sert pas juste à avoir un joli petit certificat délivré par l'INPI qu'on a dans son bureau. Ça sert à attaquer ou à au moins mettre en demeure les gens de cesser de faire ce qu'ils font. Je vais le dire plusieurs fois, mais une marque n'est pas une autorisation d'utiliser le nom que vous voulez utiliser. L'INPI va vous délivrer plutôt facilement, votre certificat d'enregistrement. Ça ne veut pas dire à partir du moment où vous avez votre certificat que c'est bon, vous n'aurez pas de soucis. Donc c'est pour ça que je vais insister lourdement sur les recherches d'antériorité. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'une marque? Donc une marque, petit article de loi, mais qui est pour une fois, bien écrit et assez clair. Une marque, c'est un signe qui va permettre aux consommateurs de distinguer les produits qui viennent d'une société des produits qui viennent d'une autre société. C'est vraiment un signe de ralliement. Si vous avez, un signe qui donne trop d'informations sur le produit,
c'est plus une marque, c'est une explication et non pas une marque. Donc, c'est là qu'on va parler de distinctivité. C'est quelque chose d'important. Je vais revenir, mais vraiment très, très, très souvent sur ce terme. Il permet vraiment une marque, ça doit distinguer vos produits de ceux des concurrents. Donc, pourquoi est-ce qu'on dépose une marque? Encore une fois, ce n'est pas pour avoir le droit d'utiliser ce mot, mais pour empêcher les tiers de faire quelque chose d'un petit peu trop proche de vous. Ça vous permet d'attaquer, je dis attaquer, mais on n'est pas directement en tribunal la plupart du temps. On fait une lettre de mise en demeure à cette personne qui utilise un signe un petit peu trop proche du vôtre. Et la personne comprend que oui, c'est un petit peu trop proche ou on trouve un accord. Mais on ne va pas directement au tribunal, loin de là. Mais il faut quand même savoir que si on dépose une marque, c'est essentiellement pour avoir son terrain de disponible et que personne ne vienne sur ses plates-bandes. Donc il faut être un peu vigilant de ce qui se passe, sinon votre marque ne vous sert à rien. Donc on peut attaquer quelqu'un qui a un signe identique, une marque identique, normale, mais aussi un signe similaire. Et là aussi, je vais y revenir très souvent, des exemples. On n'est pas juste à attaquer quelqu'un qui a une marque qui est juste écrite un petit peu différemment avec un AU au lieu d'un O. Ça va assez loin. Un petit chose à garder en tête, si vous pouvez attaquer quelqu'un qui n'a pas une marque identique, ça veut dire aussi que quand vous utilisez un signe, que vous l'ayez déposé ou pas, quelqu'un d'autre peut se dire « Ah mais attention, il est un petit peu trop proche de ma marque ». Donc, encore une fois, importance de faire des recherches d'autorité. Même si vous n'avez pas l'intention d'utiliser une marque, même si vous donnez un nom différent à tous vos produits, vous avez, mettons, Guy de Graines qui fait des assiettes. À chaque fois qu'il sort une assiette, il va lui donner un différent nom, que ce soit printemps, été, automne, hiver ou des noms plus originaux. Attention, ces noms-là, même si on ne les dépose pas en marque, on les utilise à titre de marque pour nommer un produit. Et donc, on pourrait très bien être contrefacteur de quelqu'un si on n'a pas fait attention. Donc, attention aux signes identiques ou similaires. Et quand on désigne une marque, c'est toujours un mot associé à des produits ou des services. De la même façon qu'on peut attaquer quelqu'un qui a une marque qui est juste similaire et non pas identique, on peut attaquer quelqu'un qui fait des produits ou des services similaires, pas juste identiques. Donc ça va assez loin. Donc c'est pratique quand on est titulaire d'une marque, on peut faire de la place un petit peu loin, mais ça veut dire attention. Dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Le webinaire, là, c'est pas juste attention comment protéger ma marque, mais ça veut dire forcément attention, les autres ont protégé leur marque et il ne faut pas que je sois contrefacteur sans faire exprès. Un contrefacteur, c'est pas forcément quelqu'un de méchant qui fait exprès de faire un faux Louis Vuitton. Un contrefacteur, c'est quelqu'un qui a trouvé un nom pour son produit, qui l'utilise, qui n'a pas fait de recherche ou qui a fait des recherches pas poussées et qui se retrouve à utiliser la marque de quelqu'un d'autre. Donc, attention. À tout moment, vous pouvez m'interrompre, mais je sais qu'il y a un petit laps de temps entre le moment où la question est posée et la question où on va la voir. Donc, je peux ne pas répondre tout de suite, mais je peux revenir en arrière. N'hésitez pas. Voilà. Donc, quand on dépose une marque, on a choisi son nom. Alors, la marque, ça peut être un nom, ça peut être un nom associé à un logo, ça peut être le logo tout seul. On peut aussi déposer un son. Donc, vous pouvez, le petit jingle de la SNCF, là, quand on est sur le quai de la gare et qu'on est en retard, c'est une marque, parce qu'on sait que c'est le jingle de la SNCF. On peut déposer aussi maintenant des marques qui sont animées. Alors, c'est très récent, ça date de l'année dernière. Ça n'a pas encore un succès fou, surtout que l'animation termine souvent sur le logo de la marque et ce qui compte vraiment, ce serait du coup de déposer le logo de la marque. Mais bon, sachez qu'il y a tout un tas de choses qui existent. Là, aujourd'hui, on va essentiellement parler des marques qui sont des noms ou des noms avec des logos ou des logos tout seuls. Mais vraiment beaucoup de possibilités. Donc, c'est une marque, mais c'est toujours associé à des produits et ou des services. On ne protège pas juste un mot et on n'a pas un monopole sur un mot comme ça pour tout. Donc, quand on fait son dépôt, la première question à se poser, avant d'aller vite sur le site de l'INPI où on peut déposer en ligne tout simplement en cliquant un peu dans tous les sens, c'est qu'est-ce que je veux protéger? Donc, si vous êtes en phase de lancement d'un produit
ou si vous savez déjà un petit peu ce que vous faites et que vous vous rendez compte qu'il est grand temps de déposer votre marque, vous vous dites, bah, je fais des meubles. Par exemple, je fais des chaises en rotin, des fauteuils en rotin, je fais que ça. Je suis très spécialisée, je n'ai pas l'intention de faire autre chose, vous désignez les meubles. D'accord, mais peut-être que ça vous embêterait aussi qu'un concurrent fasse des paniers, on ne sait jamais, avec la même marque. Donc vous dites, bah, peut-être que je vais protéger un petit peu plus large, je vais aussi désigner les paniers. Et puis ce qui m'embêterait, ce serait que bah, moi je fournis un service, je fais aussi de la réparation. Ou bien je ne le fais pas du tout, ça ne m'intéresse pas, mais ça m'embêterait que quelqu'un qui fasse juste de la réparation de meubles se retrouve sur le marché avec la même marque que moi. Donc on peut, quand on désigne les produits et services, voir un petit peu plus large que ce qu'on fait réellement. Alors, pas des trucs fou qui vont très très loin, parce qu'après ça fait un peu dépôt frauduleux où on a voulu bloquer tout le monde, mais quelque chose qui est crédible, qu'on envisage peut-être dans 2-3 ans de se lancer, d'élargir une gamme. Si on l'a pas déposé, si on n'a pas désigné des produits et services au moment du dépôt et qu'on se dit dans 2-3 ans, bah tiens, j'ai oublié, on ne peut pas rajouter. Il faut redéposer une marque, c'est possible, il y a rien qui l'en empêche, mais ça recoûte. Voilà, donc c'est important de bien définir ses produits et ses services. Moi, quand un client vient me voir, on définit un peu ce qu'il fait. Par mes connaissances et parce qu'il y a des listes, hein, il y a des classes et tout est prévu, donc on peut chercher un petit peu ensemble. Je propose d'autres choses qui pourraient aller ensemble. Heu et après, quand on a fait la recherche d'autorité, ben, on voit qu'il y a toujours des marques qui sont un peu gênantes. Ben, il y a peut-être un service ou un produit qu'on avait mis en se disant: «On ne sait jamais». Bah, peut-être que celui-là, finalement, il pose problème et donc le client va se dire: «Ben, ce service-là, bah, je sais que je ne le ferai pas. Je n'avais pas l'intention de le faire, je sais que je ne le ferai pas parce qu'effectivement, il y a une marque qui est déjà déposée qui va m'empêcher de le faire. Donc, c'est que la liste peut évoluer un petit peu au cours de la processus de dépôt. La procédure devant l'INPI, elle est toute simple, c'est en ligne. On indique sa marque, si c'est juste un mot, hop, hop, on le tape. Si c'est un logo, on le rajoute, un petit JPEG. On désigne bien les produits et services. Alors là, bon, moi, bien sûr, je ne vais pas vous recommander d'aller le faire directement en ligne, mais si vous le faites quand même, attention, dans le dépôt en ligne, vous avez plein d'onglets. Vous pouvez cliquer sur des produits et services qui sont un peu traditionnels et que l'INPI propose. Ce n'est pas forcément votre réelle activité, vos vrais produits. Sachez qu'il y a aussi un onglet qui permet de mettre une autre liste. De mettre des choses plus précises, qui vous correspondent plus, notamment dans les services. Dans les services, il faut vraiment mettre des choses que vous faites réellement. Il y a une classe où il y a un peu toutes les activités commerciales et tout le monde coche, publicité, marketing, comptabilité. Même si vous faites votre comptabilité, c'est obligatoire, vous n'allez pas proposer sous votre marque un service de comptabilité. Donc il y a des produits et services, ça ne sert vraiment à rien de les désigner, ça sert juste à avoir quelqu'un qui les a désignés aussi en cliquant, un peu au hasard ou qui le fait réellement, qui va vous tomber dessus. Donc il ne faut pas en mettre de trop des produits et des services, il faut se méfier des produits et des services qui sont proposés par l'INPI. Voilà. On paye tout de suite au dépôt, donc les produits et les services sont rangés par classe. Donc ces services marketing, comptabilité sont dans une classe, la classe 35, les meubles sont dans une autre classe. Il y a certains produits ou services qui sont dans différentes classes parce qu'il y aura une classe, par exemple, s'ils sont en métaux, ils sont dans une classe, s'ils sont en bois, ils sont dans une classe. Bon, c'est un petit peu, faut aller les chercher. Donc c'est 190 € pour la première classe et 40 € les suivantes. Sachant qu'une marque est valable pendant 10 ans, c'est pas si cher. Attention, à partir du moment où vous avez déposé, que vous avez payé, vous ne serez jamais remboursé. Donc, si vous vous dites: «Ah zut, c'est pas ça que je voulais faire», si l'INPI vous dit: «Votre marque, c'est du n'importe quoi», si vous prenez une opposition, c'est payé, c'est payé. Donc, allez pas tout de suite déposer votre marque en ligne. Prenez le temps, réfléchissez, prenez conseil, mais voilà, sinon c'est vite perdu. On dit: «C'est pas si cher que ça», mais faut pas les perdre pour rien. Voilà.
L'INPI ensuite examine votre marque. Alors l'INPI ne va pas très très loin dans son examen. Ils vont regarder surtout la classification pour savoir si par exemple vous avez mis les échelles, comme il y a des échelles en métal dans une classe et les échelles en bois dans une autre classe. L'INPI va vous demander de préciser pour savoir si vous êtes dans une classe ou dans l'autre, ou si vous voulez les deux, de payer une taxe supplémentaire pour avoir cette classe supplémentaire. C'est le gros boulot des examinateurs de l'INPI. Ils vont aussi regarder les motifs absolus. Je vais vous en parler tout à l'heure, c'est ce caractère distinctif. Est-ce que votre marque, vous avez le droit de l'avoir, ou est-ce que vous êtes en train de vouloir déposer le mot table pour désigner des tables, et dans ce cas-là, vous allez un peu bloquer tout le monde et ça n'est pas possible. Votre marque, très rapidement, elle va être publiée. Ça veut dire que tout le monde sera au courant de votre demande de marque et les tiers ont 2 mois pour faire opposition à votre marque. S'il y a opposition, il y a une procédure d'opposition. S'il n'y a pas d'opposition, votre marque est enregistrée. Attention, encore une fois, ce n'est pas parce que votre marque est enregistrée qu'elle est valable jusqu'au bout du monde. Les tiers ne sont pas obligés d'être en train de scruter les publications de marque. C'est quand même quelque chose qui tout le monde ne fait pas. Les tiers peuvent avoir vu votre marque, mais n'avoir loupé le délai de 2 mois. Donc, elle peut très bien être enregistrée alors qu'il y a quand même quelqu'un qui n'a pas très envie que vous ayez votre marque qui soit enregistrée. Mais assez rapidement, mine de rien, au bout de 6 mois, vous pouvez recevoir votre certificat d'enregistrement. Vous êtes donc protégé en France pour 10 ans pour les produits et services que vous avez désignés. Voilà. Puis, il ne se passe plus rien, l'INPI ne vous écrira plus jamais. Dans 10 ans, vous devez penser à renouveler votre marque si elle vous intéresse toujours. L'INPI ne vous enverra pas de rappel. Et actuellement, le coût, il est de 290 € pour la première marque, 40 €. Il n'y a pas d'erreur de typographie. C'est plus cher au renouvellement parce que bon, ça fait déjà 10 ans que vous l'avez. Si vous la gardez, c'est qu'elle vous intéresse. Et que l'INPI avait fait une redevance à 190 € pour le dépôt pour pousser un petit peu au dépôt. Voilà. Donc la procédure, elle est toute simple. Et vous voyez que quand vous avez votre certificat d'enregistrement, ça ne veut pas non plus dire que c'est bon, l'INPI ne vous valide pas. L'INPI n'a pas fait de recherche d'antériorité, l'INPI n'a pas étudié toutes les marques qui existent, qui sont déjà enregistrées. L'INPI ne vous autorise pas à utiliser votre marque, c'est vraiment une procédure toute simple. Voilà. Est-ce que déjà il y a des questions qui seraient à ce niveau-là? Alors de mon côté, je vois qu'il y a aucune question pour le moment. Mais par contre, j'en ai une, qui est, donc si j'ai bien compris, donc le renouvellement du dépôt de marque au bout des 10 ans, en fait, à un coût de 290 €, c'est bien ça pour la première classe? C'est ça. OK, d'accord. Et je me demandais, mais en fait, l'INPI, de leur côté, est-ce qu'ils ne proposent pas justement des services, annexes pour, faire de la recherche d'antériorité? Pardon. Alors oui, et OK. là, je vais être méchante. Ouais. Donc je vais vous parler après de la comparaison des produits et des services et des marques sur les critères, absolus et relatifs. L'INPI propose un service de recherche d'antériorité, qui coûte, je crois, 80 €. Ils font, les marques pour 80 €, les recherches de dénomination sociale pour de nouveau 80 € et les recherches parmi les noms de domaine. Donc là encore, vous payez, une fois que c'est payé, vous ne revenez pas en arrière. Vous recevez un listing, heu et là, bonne chance parce que du coup, il est pas analysé. Ils vous sortent, 40 pages de recherche d'antériorité, de résultats de recherche, à peu près dans un ordre, mais en dernière page, il peut y avoir une marque très pertinente. Ils vont pas vous donner leur avis, et ils vont pas vous dire, si c'est enregistrable ou pas. Moi, il y a des gens qui arrivent avec ce listing et moi-même, le listing, je j'arrive pas à le manipuler. C'est vraiment une liste avec, toutes les marques une marque par ligne. Les numéros des classes, donc les numéros, c'est bien, mais on ne sait pas ce qu'ils désignent, donc il faut cliquer, recliquer. C'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Alors sur le site de l'INPI, il y a, la base de données où on peut regarder sa marque à l'identique,
on tape sa marque, on peut penser à mettre un espace, un S, mais c'est vraiment juste à l'identique. Déjà, vous pouvez savoir si c'est la catastrophe et qu'il y a déjà des marques qui existent, mais ça ne va pas plus loin. La recherche qui est proposée par l'INPI, je ne la recommande vraiment pas. En cabinet de conseil, on fait des recherches, donc je ne suis pas la seule, tous mes confrères qui font des recherches. C'est plus cher que les 80 €, mais c'est analysé, il y a un conseil qui est donné. Et nous, personnellement, ce n'est pas une recherche qu'on sous-traite, parce qu'il y a des sociétés qui font ce type de recherche. Et si on commence la recherche et qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup trop de marques, on vous dit, là on s'arrête, il faut mieux trouver autre chose, et on ne vous facture pas une recherche qu'on n'a pas faite complète. Voilà, mais oui, la recherche de l'INPI, c'est pas le bonheur. Voilà. Une autre question? Pas Non. d'autres questions, en On tout y cas, va. rien ne m'est remonté. D'accord, alors on enchaîne. Donc, obtention et validité. Donc, obtention, c'est parce que voilà, on va peut-être ou pas avoir ce certificat d'enregistrement parce que l'INPI va nous rejeter ou parce qu'on va avoir une opposition. Mais validité aussi parce qu'à tout moment, quelqu'un peut dire que notre marque n'est pas valable. Il peut faire une action en nullité, ou bien il peut faire, vous l'avez assigné très, très durement au tribunal, il va vous dire: «Mais non, votre marque n'est pas valable, je l'attaque en retour». Donc la marque, encore une fois qu'elle est enregistrée, c'est jamais gagné jusqu'au bout du bout. Donc il y a des motifs absolus où on va observer votre marque sans faire de recherche d'autorité, sans regarder ce qui existe, et les motifs relatifs qui sont les refus par rapport à d'autres droits, que ce soit une marque ou autre chose. Donc, première difficulté, les motifs absolus, la distinctivité. Encore une fois, la marque doit permettre de distinguer vos produits de ceux d'une autre société. Donc, dans les marques, on ne veut pas que ce soit exclusivement des indications. Et je vais vous donner des exemples de jurisprudence récente. On ne veut pas d'informations, si on ne veut pas dire c'est le meilleur produit, ni c'est un produit on ne veut pas savoir son origine, sa qualité, en quoi il est fait. Tout ça, ce sont des informations qu'on peut écrire sur un produit, mais qui ne sont pas une marque. Donc, l'année dernière, il y a quelqu'un qui a essayé d'avoir Clean Fiber, avec vaguement une petite typographie et vaguement un petit logo en faisant une espèce de feuille, on va dire, à la place du A. Donc, il y a fort longtemps, dès qu'on avait une marque qui était un petit peu limite, on mettait une petite typographie, on était enregistré à l'INPI, hop, ça passait. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, Clean Fiber, on a bien compris que c'est de la fibre propre. Alors là, c'est une jurisprudence qui est de marque européenne, donc on est un petit peu plus doué en anglais que devant l'INPI, mais même ça, l'INPI, il ne laisserait pas forcément passer. Et Clean Fiber, on a bien compris que c'est la fibre propre. Or, à chaque fois, vous avez donc la marque qui est indiquée dans le coin et les produits et services, isolation, c'est pour désigner de l'isolation en fibre de cellulose. Donc, on voit bien que la fibre, elle va être propre. Ou bien qu'avec les fibres, on va faire quelque chose de propre. Donc, on a vraiment une description des produits. Du coup, le signe ne permet pas au consommateur de se dire « ça vient d'une société et pas d'une autre ». Le consommateur va juste se dire « j'ai de la fibre propre » avec une petite écriture sur le A, c'est charmant, mais ça n'empêche, on ne peut pas enregistrer ça à titre de marque. Donc, même on colle les mots, on ne les écrit pas exactement comme il faut, on fait un petit logo, ça ne passe pas. Et j'insiste vraiment parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, qui me proposent des marques. Il faut vraiment que j'explique, ça ne peut pas passer, ça n'est pas une marque. Également en anglais, Destination Exchange pour organiser des copropriétés d'un bien immobilier. Quand on se met à plusieurs à acheter une petite maison, un petit appartement et c'est chacun son tour, on va habiter dans la maison de vacances. Là, on a bien compris que c'est un peu destination vacances et qu'on va échanger. Donc, il y a un magnifique jeu de mots sur le exchange. D'accord, on n'a pas mis échange ni exchange en toutes lettres. On a une indication, encore une fois. Donc, même si on l'écrit un petit peu différemment, ça ne suffit pas. On ne va pas se dire ah oui, c'est une marque puisqu'on voit qu'il y a un X change. Non, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Ça ne peut pas être enregistré en tant que marque.
au niveau des critères de distinctivité, les offices sont de plus en plus durs parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir une marque qui est enregistrée si elle, vous ne pouvez pas avoir un monopole sur un terme qui peut être utilisé par des tiers. Encore un exemple, Cour d'appel de Bordeaux, Human pour des services d'assurance. Et là, on a beau être en France, Human, c'est en anglais, mais on arrive à comprendre que ça veut dire humain. On est très, très doué en anglais en France. Et humain, bah, ça va être un service bancaire qui est humain, avec lequel on a un vrai interlocuteur qui nous parle et qui nous comprend. Il n'y a pas de raison, encore une fois, qu'il y ait quelqu'un qui a un monopole sur ce terme. Donc, c'est vrai que ça ne veut pas dire service bancaire. Tout à l'heure, je vous donnais l'exemple, on ne peut pas déposer table pour dire table. Human pour des services bancaires, oui, c'est un petit peu original, d'accord, mais on s'en fiche. Ça donne une qualité, ça donne une indication sur le service. Ça ne peut pas être enregistré. Marque rejetée. Giant, pour du fast-food, ça vous dit quelque chose? Giant était déposé il y a 3 siècles. Eh bien, ça y est, c'est tombé. Giant n'est plus enregistré à titre de marque. Donc, c'est un concurrent qui faisait une pizza Giant qui s'était fait attaquer. Giant, on comprend bien que ça va être grand, quoi. Ça va être. On est bon en anglais, nous aussi, même en cours de cassation, on comprend que Giant, ça veut dire géant. En plus, c'est un petit peu proche comme mot. En plus, en fast-food, la Cour a bien remarqué que des termes en anglais comme long, big, double, tout ça, on est très très bon en anglais pour les fast-food. Ce sont des signes qui sont usuels, qui doivent rester à la disposition de tout le monde. On ne peut pas avoir un monopole sur ce terme. Donc, quand je vous disais que même si vous avez votre certificat d'enregistrement, vous pouvez toujours, à un moment donné, vous faire annuler votre marque, oui, même Giant s'est fait annuler sa marque. Il peut continuer à l'utiliser. On pourrait toujours acheter des burgers qui sont des Giant, mais tout le monde a le droit d'utiliser le terme Giant pour désigner un burger, une pizza, du n'importe quoi. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un monopole là-dessus. Un autre exemple qui n'est pas l'année dernière, qui est l'année d'avant, c'était Vente Privée. Vente Privée, c'est une marque que j'ai détestée pendant de nombreuses années parce que quand je dis aux gens, bah non, Giant, c'est un petit peu descriptif, Human aussi, la plupart des gens me disent, bah oui, mais bon, vente privée, c'est déposé. Alors, l'autre exemple que je déteste, c'est le slip français. Je ne sais pas comment ils ont réussi à l'enregistrer. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas encore annulés. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les annuler? Moi, j'irais bien. Mais bon, il faut un peu avoir un motif. Mais c'est quand même des marques qui sont très faibles. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, vente privée, ils l'ont eu pendant des années. Ils ont attaqué plein de gens en contrefaçon qui faisaient showroom privé, location privée. Ce sont quand même des termes que vous ne pouvez pas avoir en monopole. C'est pas possible. Il y a quand même quelqu'un qui a réussi à finir par annuler cette marque en disant c'est un dépôt frauduleux, carrément. Parce que vous essayez de bloquer tout le monde avec ces termes. Tout le monde devrait pouvoir utiliser ces termes. Il n'y a pas de raison. Donc, vente privée. Allô, vous m'entendez? Alors, il semblerait qu'il y ait un petit problème technique, en termes de son. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends. OK. Donc je suis sur l'affaire. J'essaie de voir ce qui pourrait ne pas fonctionner. Moi, j'ai eu un petit message micro désactivé et j'ai recliqué dessus. Ouais, Alors, est-ce que c'était juste passager ou est-ce que... alors attendez, je vais essayer de hop là, comme ça et de repasser comme ça. Oui, a priori, donc ça devrait fonctionner comme ça. Bon, si ça marche, ça va. Ouais. Très bien. Continuons donc. Je disais qu'on ne peut pas avoir de monopole sur des mots qui doivent être, qu'on doit pouvoir utiliser par d'autres. Voilà. Du coup, si, ça passe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose
quand on vient me voir, c'est vraiment le premier conseil, c'est de dire attention, prenez pas n'importe quoi comme marque. Parce que voilà, même des années plus tard, vous pouvez encore vous faire annuler votre marque parce qu'un examinateur l'a laissé passer, mais un juge va se rendre compte quand même que ça ne marche pas. Un autre motif absolu, que l'INPI peut rejeter votre marque s'il y a atteinte aux bonnes mœurs. Alors les cas de jurisprudence sont de plus en plus rares parce que les bonnes mœurs, ça devient assez large. Mais en tout cas, tout ce qui incite au racisme, à l'intolérance et la consommation de stupéfiants, ça ne passe pas. Donc il y a eu un exemple toute fin de 2019, donc je vous l'ai mis quand même. Cannabis pour des produits alimentaires, restaurants, avec des petites feuilles, de la référence à Amsterdam, tout ça, ça a été refusé. Voilà. Bon. Il n'y en a pas tous les jours des atteintes aux bonnes mœurs, mais il y en a eu. En motif absolu, attention aussi, il y a un joli piège. On ne peut pas avoir dans une marque qu'on va enregistrer des armoiries, drapeaux, emblèmes d'État, la petite croix rouge. Alors, on a le droit de les utiliser. Vous faites un produit français, vous avez le droit de mettre un petit drapeau français dans votre logo, mais vous ne pouvez pas le déposer à titre de marque. Donc là, attention encore, si vous le faites en ligne, vous mettez votre logo avec un petit drapeau français dans un coin, vous allez être refusé par l'INPI parce qu'on a l'impression que vous êtes accrédité. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser si vous faites quelque chose qui est produit en France et que le Made in France marche bien, donc on peut faire un petit logo avec un petit drapeau français, mais vous ne pouvez pas l'enregistrer à titre de marque. Donc, si dans votre logo, vous avez un petit drapeau français, vous êtes refusé, rejeté par l'INPI, vous avez perdu votre taxe de dépôt et vous pouvez redéposer sans le petit drapeau. Également, quelque chose qui est interdit, c'est tout ce qui fait référence aux Jeux olympiques. Alors, on va bientôt y arriver, on va avoir ces Jeux olympiques au Japon, un de ces quatre, dès que la pandémie sera presque passée. Aucun jeu de mots, aucune référence, les Jeux olympiques, c'est sacré. Ils vous trouveront, même si vous ne le déposez pas à titre de marque, j'ai d'autres cas, des clients qui, il y a 8 ans, on va dire, d'autres Jeux olympiques avaient fait une petite vitrine avec un petit catalogue qui faisait un peu référence aux différents pays. Si vous n'êtes pas un sponsor officiel, si vous n'avez pas payé une fortune pour être sponsor officiel, vous n'avez pas le droit de faire une référence aux Jeux olympiques, même si c'est la période des Jeux olympiques. Donc, vous ne mettez pas des petits drapeaux de tous les pays dans votre vitrine et vous ne faites pas des petits jeux de mots sur Olymprix, rien. C'est sacré. À la fois, donc, à titre de dépôt de marque, vous seriez refusé, mais même dans votre utilisation, soyez très, très, très prudent. Voilà. Donc, sur les motifs absolus, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire. Donc, je réinsiste, important d'avoir une marque qui est viable, parce que si elle est acceptée par l'office, elle pourrait toujours être contestée. Et parce que si vous avez une marque enregistrée, je vous en donne un exemple, c'est pas de l'année dernière, mais c'est pas grave. Le Discount Optical, qui à une époque avait réussi à être enregistré avec son petit logo et un petit arc très jaune là, vous avez Discount Optical, vous allez attaquer Optic Discount parce que c'est un petit peu trop proche. Ben oui, mais les deux ont le droit d'exister en fait. Vous n'avez pas un monopole sur ce terme-là. Donc, si vous déposez une marque qui n'est pas distinctive, vous risquez d'être refusé directement, comme ça on n'en parle plus et vous aurez juste perdu l'argent du dépôt. 2, si vous êtes enregistré, vous pouvez vous faire annuler comme Giant. 3, elle ne vous sert à rien, votre marque. Vous ne pourrez empêcher personne d'utiliser un signe similaire. Donc, argent gaspillé. Donc, on en revient sur choisir une bonne marque. C'est important. Madame Desrois? Voilà. Question. J'ai une petite question de Nicolas Lamblin qui vient de se connecter et qui, en fait, tout simplement, voulait savoir où se trouvait le cabinet Chaillot. Alors, on est boulevard Georges Perrin. Ce sera écrit sur mon dernier slide. Il y aura l'adresse. Sachant que là, moi, je ne suis pas au bureau à Limoges, donc on a des bureaux un petit peu partout en France. Moi, je suis au siège en Île-de-France, à Colombes. Et à Limoges, en fait, c'est un mandataire européen en brevet qui y est.
Donc, si vous avez besoin de voir quelqu'un, vous pouvez aller le voir, mais il va m'appeler et on va se faire une petite conf call en même temps parce qu'il n'est pas spécialiste en marque. Voilà. Mais tout ce qui est marque, ça marche beaucoup par téléphone et par email. Donc, voilà. Donc, on n'a pas de juriste pur à Limoges, mais je suis partout. Voilà. D'accord, très bien. Donc, pas de questions sur les motifs absolus. J'ai bien dit, donc tout le monde a bien compris, attention, on ne dépose pas n'importe quoi comme marque. Voilà, au risque de ne pas avoir de droit. Et la deuxième partie, ce sera attention, on n'utilise pas et on ne dépose pas n'importe quelle marque au risque de porter atteinte à un droit antérieur. Donc, les deux gros dangers de la marque. Donc, c'est parti pour les motifs relatifs, donc par rapport à d'autres choses. Une marque ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur. Et quand je dis une marque, c'est une marque quand on la dépose, mais c'est vrai aussi parce que une marque qu'on utiliserait ne doit pas porter atteinte à un droit antérieur. Donc, quand on regarde les droits antérieurs, c'est les marques, logique. Ça peut être une dénomination sociale sous certaines conditions. Il ne suffit pas d'avoir un cabis et de dire j'ai un droit. Ce qui fait que quand vous avez un nom de société ou votre nom de commerce, ça vaut quand même le coup de déposer une marque parce que c'est plus facile à mettre en œuvre. Alors, on dit qu'il y a un problème de son. J'ai pas de... Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend bien? Parce que sinon, je ralentis éventuellement, mais ou je monte le son ou je fais quelque chose. On vous entend très bien, on vous entend D'accord. très bien. Bon. Oui. Donc, en droit antérieur, il peut y avoir une indication géographique protégée. Je vais vous donner des exemples. En gros, tous les ans, c'est Champagne qui attaque le plus. On peut porter atteinte à un droit d'auteur et ça, on ne peut pas faire de recherche d'antériorité, il n'y a pas de base. Donc voilà, je suis désolée. Il y a les dessins et modèles. Les dessins et modèles, ça se dépose aussi auprès de l'INPI ou auprès d'autres offices. C'est pour protéger l'aspect esthétique. Ça peut être un dessin donc en 2D ou un modèle en 3D, mais ça a un droit. Un droit sur la personnalité, parce qu'il y a des gens comme ça qui sont faut pas porter atteinte à leur, c'est pas leur nom, mais leur nom de scène, on va dire. Le nom, l'image, la renommée d'une collectivité territoriale, et là, chaque année, c'est plutôt Paris et Saint-Tropez qui sont les plus actifs. Ou un nom de domaine, mais un nom de domaine, d'enregistrer juste un nom de domaine, ça donne pas grand-chose comme droit. Il faut vraiment avoir, ça doit faire comme une enseigne, comme un commerce. Il faut que le site soit utilisé, il faut arriver à montrer qu'il y a des fréquences, je vous en parlais un petit peu plus loin. Voilà, donc tout ça, ce sont des droits antérieurs, et je dis notamment, il peut y avoir d'autres choses, mais là, j'ai vraiment quasiment listé presque tout. Ça peut être des droits antérieurs. Donc, là encore, on porte atteinte à un droit antérieur pour un signe identique ou similaire, d'où l'importance quand on fait la recherche d'antériorité de ne pas juste taper le nom dans un Google ou sur la base de l'INPI. Pour des produits et services identiques ou similaires, et là aussi ça peut aller un petit peu loin, et quand on compare, du coup, il y a une jurisprudence constante qui dit que si les signes sont très très proches, du coup, les produits et services, s'ils sont un peu plus lointains, ça va compenser, et vice-versa. Si vous avez des produits qui sont vraiment identiques, les signes peuvent être un petit peu plus lointains. Donc, attention à ça aussi. Quand on compare des signes, on fait souvent trois choses. Est-ce que visuellement, ils se ressemblent? Et donc, même un R peut ressembler à un B, par exemple. Est-ce que phonétiquement, ça se prononce de la même façon? Et est-ce que intellectuellement, ça fait penser à la même chose? On étudie les trois, on fait un petit mélange. Souvent, s'il y en a deux qui sont proches, mais que le troisième n'est pas proche, tant pis, mais on risque d'avoir des signes qui sont similaires. Pour les produits et services, on se pose la question de savoir est-ce que le consommateur risque de penser encore une fois que ça peut venir de la même société. Si vous faites donc, je reprends mes chaises en osier et mes paniers, on peut se dire que ça peut venir de la même société ou du même artisan parce que ils sont faits avec les mêmes matériaux et que ça peut être une même spécialité. Donc, on se pose ce genre de questions. Donc, on va voir des exemples dans la jurisprudence de l'année dernière ou fin d'année 2019.
Donc, il y avait ombre fumée et ombre rose pour des parfums. On commence par intellectuellement, on va dire qu'il y a ce mot ombre qui est en commun. Donc, ça d'accord, mais rose d'un côté, fumée de l'autre, intellectuellement, on va avoir quelque chose de foncé, quelque chose de plutôt rose, clair, une fleur. Ça n'évoque pas du tout la même chose. Donc, on va avoir des univers éloignés et on va essentiellement avoir on va pas penser à la même chose. En plus, bon là, il y a un parfumeur qui a attesté que ombre, c'est un terme qui a une signification en parfum, et que donc ce terme ombre, justement, n'est pas très distinctif. On en parlait tout à l'heure. On ne va pas refuser la marque parce qu'elle est ombre fumée, c'est distinctif, ça va, mais dans une marque, s'il y a un terme qui est pas trop distinctif, on va moins le prendre en considération. Donc c'est vraiment, on soupèse un petit peu tout pour savoir s'il va y avoir confusion ou pas, s'il va y avoir similarité des deux termes. Et là, comme le terme commun était un terme qui finalement n'est pas si distinctif que ça, et que les univers, donc, pardon, j'ai oublié de vous dire que visuellement, fumée et rose, ça ne se ressemble pas, et que phonétiquement, ça ne se ressemble pas non plus du tout. Mais voilà, intellectuellement, non plus, ça n'est pas proche, donc pas de confusion. Sur des marques complètement de logo, sans aucun terme, on a dans les deux cas un petit bonhomme tout content, les bras en l'air, voilà, pour désigner des produits alimentaires. Là, la chambre de recours a décidé que, encore une fois, c'est faiblement distinctif puisque le consommateur ne va pas forcément attribuer une origine du produit grâce à ces marques. Il va plutôt se dire, ce sont des produits alimentaires. Quand on les mange, hop, on est en pleine forme, on garde la ligne, on fait du sport, ce sont des produits sains. Donc, les marques sont suffisamment éloignées pour qu'il n'y ait pas confusion. Là, en revanche, on a des petites empreintes de pied pour désigner du vin. Alors, d'accord, certes, il y a un certain temps, on foulait les raisins avec les pieds. Mine de rien, c'est assez rare de voir sur une étiquette de vin une empreinte de pied. Du coup, visuellement, on a quand même une belle empreinte de pied qui se ressemble un petit peu. Phonétiquement, on a certes des termes en plus, donc ce sont eux qu'on va prononcer et qui n'ont absolument rien à voir. Intellectuellement, on a d'un côté ZF, on pense à rien. De l'autre côté, ça nous dit Barefoot Wine, on comprend que c'est encore du vin qu'on va fouler au pied. Donc intellectuellement, on retient que ce pied. Du coup, comme le pied, l'empreinte de pied, c'est grandement distinctif, contrairement à notre petit logo avec le petit bonhomme les mains en l'air, ça veut dire qu'il va y avoir une bonne protection pour ce logo. Et donc, si un consommateur connaît ce premier logo avec une petite empreinte de pied qu'il envoie un deuxième, il va penser que ça vient de la même société. Quand on compare les marques, nous, on les a côte à côte. Le consommateur, lui, il n'est pas en train de les comparer côte à côte. Il en a un souvenir. Il a vu la première marque, il l'a acheté, il a eu une expérience positive, c'est le terme de la jurisprudence. Donc, quand il va voir la deuxième marque, il va vouloir racheter ce produit en pensant que ça vient de la même société puisque la marque lui indique que ça vient d'une société et pas d'une autre. Donc, c'est pour ça que quand on va comparer, on peut aller assez loin parce que le consommateur, il n'est pas en train de comparer lettre à lettre ou vraiment logo à logo. Il en a un souvenir. Donc là, il se souvient d'une empreinte de pied, qu'elle soit dans un sens, d'un autre, d'une couleur qui a un nom ou pas, qui ait des lettres au milieu. Ce qui retient, c'est vraiment l'empreinte de pied. Donc là, l'opposition a été gagnée, donc la marque n'a pas été enregistrée. Je vous disais aussi que quand on compare des marques, on compare les services ou les produits qui sont désignés. Là, il y a une ancienne, elle a plus d'un an, mais je l'aime beaucoup et en plus, je vous en reparle après. C'était des services d'assurance, des services de déménagement. On est d'accord que ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Si vous prenez une assurance, vous n'allez pas forcément faire un déménagement avec, même si quand on vous demande de déménager, on vous demande d'avoir une assurance. Ça n'est pas similaire. Donc,
même si quand on déménage, on peut suggérer de prendre une assurance, ce ne sont pas des services similaires. Donc, dans cette attaque-là, en contrefaçon, il n'y a pas eu contrefaçon, tout simplement, là je ne vous parle pas des marques, même si les marques sont très proches, il n'y a pas contrefaçon parce que les produits et services n'ont rien à voir. Donc, c'est pour ça aussi que quand on fait son dépôt de marque, il faut bien penser à élargir un petit peu, si on peut, les produits et services qu'on va désigner, parce que c'est ça qui va être vraiment vous permettre de protéger votre marque. Et c'est ça aussi qui fait que quand on fait des recherches d'antériorité, si on a le listing de l'INPI avec juste les numéros de classe, ça ne veut pas dire grand-chose. Si on voit que assurance et déménagement, ça n'a rien à voir, on peut y aller. Historiquement, on a les crèmes Montblanc et les stylos Montblanc qui coexistent. Il n'y a pas de problème, ce sont des produits qui n'ont rien à voir. Les voitures Mazda et les piles Mazda, ce sont deux sociétés différentes. Alors, certes, c'était il y a très très longtemps et maintenant, on pourrait se dire que des piles et des voitures, ça a un peu plus de rapport. Mais en tout cas, il y a eu coexistence sans problème parce que les produits et services n'ont rien à voir. Donc, quand on fait des recherches d'antériorité, tout ce qui est vraiment dans un domaine qui n'a rien à voir, on peut se dire ça n'a rien à voir. Exception, toujours une exception, les marques notoires ou de renommée. Une marque notoire, alors ça existe de moins en moins, c'est une marque qui est super connue, mais ils ne l'ont même pas déposée, elle a un droit. Et les marques surtout de renommée, elles sont très connues, elles sont déposées pour certains produits et services, mais du coup, elles rayonnent au-delà de ces produits et services. En jurisprudence, il y avait eu Chanel numéro 5, ils ont désigné des parfums, d'accord, c'est sûr. Il y avait des huiles de moteur qui s'appelaient numéro 5, ils les ont attaquées en contrefaçon, ils ont gagné, même si ça n'a absolument rien à voir, parce que, voilà, numéro 5, ils sont suffisamment connus pour pouvoir interdire tout le monde d'utiliser numéro 5. Donc, quand on fait des recherches d'antériorité, on recherche quand même dans toutes les classes et dans tous les produits et services, parce qu'on pourrait quand même trouver une marque très connue auquel on n'avait pas forcément pensé tout de suite, parce qu'elles ont beau être très connues, on ne fait pas le lien tout de suite, qui désignent des produits et services qui n'ont rien à voir, mais qui vont pouvoir nous embêter. Donc, c'est le seul cas. Notamment Free. Alors Free, en plus, c'est une opposition là, qui sont faits en marque européenne. Free, ils attaquent à tout bout de champ. Vous pouvez faire du n'importe quoi. Ils attaquent. Alors nous, Français, on les connaît. Quand on dépose une marque auprès de l'Union européenne, les autres déposants des autres pays ne connaissent pas forcément Free. Ils déposent en disant Free, c'est quand même un mot, j'ai le droit de l'utiliser. Donc ils font Free quelque chose ou quelque chose Free. Ils se font attaquer systématiquement par Free, qui a une forte renommée en France et qui arrive à les attaquer. Donc, voilà, et pour quasiment tous les produits et services, même si ça n'a rien à voir avec les télécoms. Donc, c'est le type de marque qui peut être pénible. Vous avez le plus de Canal+ aussi qui attaque systématiquement, c'est super pénible. Voilà. Donc l'idée de la protection de la marque de renommée, je vous laisserai le lire, c'est que le consommateur, enfin celui qui utilise Free alors que il n'est pas lié à la marque de renommée, c'est qu'il va bénéficier des investissements qui ont été faits par la marque de renommée. La marque de renommée, elle est connue de tout le monde parce qu'ils ont investi, ils ont fait des publicités et donc vous profitez de cet investissement et vous allez, sans faire trop d'efforts, avoir une petite retombée de leur renommée. Donc ça, c'est interdit. Voilà. Méfiance également des AOP et IGP, même pour des produits qui ne sont pas des produits alimentaires, hein, attention. Donc par exemple, Champagnola, qui ressemble quand même beaucoup à Champagne, ils se sont fait attaquer pour tout ce qui est boisson, il n'y a eu pas de problème, mais même pour tout ce qui était pain, pâtisserie, boulangerie, il y a une évocation de l'AOP Champagne dans Champagnola.
Donc la marque a été rejetée sur la base de ce terme champagne. Donc, grosse méfiance. En France, on connaît Champagne, on est censé faire attention, mais attention, il y a d'autres indications géographiques. Il y a des bases de données d'indications géographiques, il faut vérifier, ne pas faire de bêtises. Je vous parle aussi rapidement des droits d'auteur. Alors, droit d'auteur, ça peut être le titre d'un livre, d'un album, d'un film. Pour qu'il y ait droit d'auteur, il faut qu'il y ait une petite, enfin, c'est pas le terme, c'est pas originalité, mais un petit peu quand même. Donc, c'est pas parce que c'est le titre d'un livre que ça va être forcément protégé par un droit d'auteur. Mais voilà, il peut y avoir une protection par un droit d'auteur juste par la création, sans qu'il y ait forcément, il y a pas de base de données, donc on peut pas les retrouver. C'est très important surtout pour les logos. Les logos, même si vous le dessinez vous-même, même si c'est un designer qui vous le dessine, en dessinant quelque chose, on peut toujours faire quelque chose qui ressemble à quelque chose qui existait déjà. On a difficilement réinventé un logo à chaque fois. Et là, il n'y a pas de base de données. Du coup, 2 choses importantes. D'abord, quand on dépose une marque qui a un logo, l'essentiel dans la marque, c'est le nom. Donc, on dépose toujours séparément le nom parce que le logo pourrait évoluer, parce que le logo pourrait avoir un problème et on ne peut pas modifier sa marque. Donc, s'il y a un problème à cause du logo, il faut avoir le nom de sa marque qui soit protégé séparément. Et deuxième chose, quand vous faites dessiner quelque chose par une boîte de com ou par un cousin, il faut avoir la cession des droits d'auteur sur ce logo. Or, les designers, ils sont un petit peu malins dans les boîtes de com. Ils vous facturent la création. Vous leur avez demandé de faire un logo, ils vous facturent le logo. Ils ne vous facturent pas forcément séparément la cession des droits d'auteur. Parce qu'ils vont vous dire, bah non, je ne vous le cède pas, vous n'en avez pas besoin, et si je vous les cède, ça va être plus cher. Donc, il faut bien le demander au départ. Vous demandez la création d'un logo et la cession des droits d'auteur. Parce que si vous n'avez pas les droits d'auteur de CD, le jour où vous allez vouloir retoucher votre logo par un autre designer parce que vous êtes fâché, le premier designer va dire vous portez atteinte à mon droit moral, vous défigurez le logo que je vous avais créé, or je ne vous ai pas cédé les droits d'auteur. Donc, petite parenthèse sur le droit d'auteur, grosse méfiance sur les modèles, sur les droits d'auteur quand on fait un logo. Voilà. Oui. Pour revenir en fait au cas Free, donc qui a été cité précédemment, on a quelques questions. C'est donc, Free donc a été accepté comme marque, c'est une première question et puis ensuite, comment Free a pu avoir le monopole? Alors parce que Free a déposé il y a bien longtemps, à l'époque de Giant, on va dire. Donc Free, ils ont pu déposer Free à un moment donné où bah, d'abord l'INPI était très nul en anglais. Donc dès qu'on mettait un mot anglais, ça passait. Donc Free a cette marque, là, elle était enregistrée, l'utilise beaucoup. Et on peut aussi, ça je vous en avais pas parlé, on peut, quand on a une marque qui est un petit peu pas terrible, dire qu'on a une acquisition du caractère de la distinctivité par l'usage. Donc ça se tente. Vous avez tellement utilisé votre marque que quand les gens voient Free en relation avec des services de télécom, d'internet, ils pensent à la marque. Ils ne pensent pas juste à c'est libre et c'est gratuit. Donc ils ont réussi. Alors attention, ils ont toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ils peuvent, après avoir vu la jurisprudence Giant, se dire si ça se trouve, Free pourrait être annulé un jour. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Et tant qu'ils ne le sont pas, ils vont embêter tout le monde. De la même façon que Giant, jusqu'à l'année dernière, a embêté tout le monde dès qu'on utilisait le mot terme Giant. Ça, on se prenait une lettre de mise en demeure dans les gencives. Donc, quand on fait des recherches, souvent, par exemple, ombre fumée, c'est pareil. Ombre fumée, une fois qu'on sait que ombre en parfumerie, ça a un terme qui est descriptif, on se dit bah, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à le déposer ombre fumée en parfumerie, sans doute que bah, c'est un petit goût de fumée qui doit être dans certains parfums. Tout ça, ce sont des marques un petit peu limites, comme Grand Optical ou Optical Discount, là,
sont des marques limites. Tant qu'elles ne sont pas annulées, elles sont pénibles. Donc, quand on fait des recherches d'antériorité, même si on voit des marques comme ça, on se dit, bah, franchement, moi, je ne l'aurais pas déposé, je ne l'aurais pas enregistré, ça n'empêche qu'elles sont enregistrées. Et donc, elles sont gênantes, tant qu'on n'est pas allé les annuler. Alors, depuis 2 ans maintenant, on peut faire devant l'INPI une action en nullité. Alors avant, on était obligé d'aller au tribunal de grande instance, donc ce n'était pas très pratique. On peut le faire, mais il y a quand même une redevance de 600 €. On ne va pas aller s'amuser à annuler toutes les marques un petit peu limites juste pour faire le ménage dans le registre. Donc c'est vrai qu'il existe encore des marques qui sont un petit peu limites. Le slip français en est une autre qui m'énerve complètement. Je ne sais pas comment ils ont réussi à enregistrer cette marque. En plus, elle est déposée avec le logo en cocarde là, du drapeau bleu, blanc, rouge. Mais il y a toutes les raisons pour annuler cette marque. Ce n'est pas encore fait, mais peut-être que le webinaire de l'année prochaine, je pourrais vous dire, ça y est, le slip français est annulé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, pour l'instant, si vous voulez vendre des slips français, bah, vous ne pouvez pas les appeler le slip français. C'est quand même un peu énervant. Donc voilà, donc c'est attention à toutes ces marques où on se dit: elles valent rien, mais pour l'instant, elles n'ont pas été annulées. Donc tant qu'elles ne sont pas annulées, elles sont là. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Pour l'instant, non. D'accord. Donc le droit d'auteur, c'est dit. Donc dans des cas très rares, c'est une très vieille jurisprudence, je n'en ai pas trouvé de l'année dernière ni même d'avant. Vous pouvez porter atteinte à un dessin, un modèle, quelqu'un qui aurait déposé un dessin, mais qui pourrait aussi justifier à titre de droit d'auteur. L'atteinte à l'image, à la renommée d'une collectivité territoriale, donc vous savez qu'il ne faut pas mettre ni Paris ni Saint-Trope dans vos marques parce que voilà, ils vont vous tomber dessus, mais c'est normal. Un nom de domaine. Alors un nom de domaine, il y a parfois des gens qui disent bah, j'ai réservé le nom de domaine, c'est bon, je suis protégée. Non. Un nom de domaine, ça donne un droit que si le site internet est déjà consultable, donc il faut déjà qu'il y ait un vrai site. Des consommateurs du territoire concerné, donc il faut qu'il y ait un accès. En principe, sur internet, c'est assez vite fait. Si le site est en anglais et qu'on peut acheter des produits, qu'on déroule, qu'on peut cliquer en livraison en France, ça est fait en France. Mais il faut que le site soit largement consulté. Et largement consulté, c'est vraiment très, très consulté. C'est pas parce que vous avez vendu 3 produits par votre site internet que vous aurez un droit grâce à votre nom de domaine. Et il faut que votre activité, bien sûr, c'est comme la désignation des produits et services. Si vous vendez des vélos sur votre site, bah, vous n'allez pas pouvoir attaquer quelqu'un qui fait une boulangerie. Donc, c'est un droit à prendre en compte. On fait des recherches d'antériorité parmi les noms de domaine, mais il faut quand même à chaque fois vérifier si le site est vraiment actif et ce qu'on y vend sur ce site pour que ce soit une antériorité. Voilà. Donc, dans l'autre sens, j'insiste, si vous avez un nom de domaine, ça ne vous suffit pas pour avoir une protection. Donc, on arrive à la fin des motifs relatifs. Donc, vous avez vu qu'il y a plein de droits qui peuvent être opposés. Donc, il faut essayer d'en prendre compte au maximum. Donc, il faut faire une recherche d'antériorité complète, pas juste à l'identique, pas juste dans les marques si possible. Il faut bien prendre en compte les produits et services similaires. Donc, quand on dépose sa marque, on a des classes, mais même les classes, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir, par exemple, les vêtements sont dans une classe, mais les services de couture sont dans une autre. Donc, il faut tout chercher. Il faut chercher de façon très, très large pour essayer d'éviter au maximum les ennuis. Et sachez que même en faisant une recherche très complète, il y a toujours un droit d'auteur qui peut surgir parce qu'il n'y avait pas de base de données. Mais voilà, il faut au maximum faire une recherche pour diminuer vraiment le risque. Voilà, on n'arrivera jamais à un risque zéro, mais il faut le diminuer au maximum. Parce que se lancer avec une marque ou un signe qu'on utilise sans le déposer, sans avoir fait de recherche d'antériorité, c'est vraiment avoir le risque de recevoir une lettre d'emmaisonnement dans 2 ans parce que la personne va vous trouver par hasard sur internet ou sur un marché qui passe par là en vacances.
il y a toujours un risque. Moi, je reçois des clients qui n'ont pas déposé de marque, qui font un petit truc comme ça dans leur coin, pas très très grand, et qui se prennent une lettre de mise en demeure, et ça fait déjà quelques années qu'ils ont lancé. Il faut changer de nom, et ça coûte. Ça coûte parce qu'il faut refaire toutes les étiquettes, changer la dénomination sociale, changer le site web, prévenir tous les clients, refaire son référencement. Donc, c'est long de trouver une marque qui est disponible. C'est pas si évident que ça. Moi, j'ai des clients qui en ont marre de moi parce que je leur fais des recherches et que je trouve toujours des choses. Mais on finit toujours par trouver une marque. Elle n'est pas disponible à 100%, mais il y a un minimum de risque. Donc, il faut prendre le temps. Faut pas venir me voir en me disant « Hop, ça y est, j'ai lancé mon produit, c'est bon, je fais juste une petite vérif ». Ça va être long, un petit peu long. Ça peut prendre 2-3 semaines. Si je vous demande de trouver une autre marque, vous allez recréer quelque chose. Ça prend du temps, il y a des échanges, mais il faut prendre ce temps. La marque, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que même si vous dites « je m'en fiche, je dépose pas, j'économise mes 190 € de l'INPI », vous avez une utilisation. Là, on parle de marques qui sont déposées, mais vous utilisez un signe, vous êtes potentiellement contrefacteur d'une marque antérieure. Donc, il faut faire des recherches, quoi que vous fassiez, si vous utilisez un nom, pour vendre vos produits ou vos services. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas, mais par contre, C'est parce que on c'est a très plutôt clair. en fait, à vrai dire, on a plutôt des des commentaires, mais pas de l'ordre de la question. Mais par exemple, on vous remercie pour la précision sur la cession des droits d'auteur ou encore, pour la qualité de la présentation. Merci. J'avais oublié ça. Donc, petite conclusion, mais je vous l'ai tellement dit, je vous le redis. Donc, attention au choix des produits et services. Attention que la marque ne soit pas descriptive, sinon ça ne sert à rien. Et de faire des recherches d'autorité, vous le savez maintenant. Maintenant qu'on a sa marque qui est enregistrée, c'est chouette. Mais maintenant, il faut qu'elle serve à quelque chose. Donc, vie et mort d'une marque. Donc, première mort possible, c'est qu'on a oublié de la renouveler au bout de 10 ans. Petite parenthèse, je n'ai pas de slide là-dessus, mais une marque se renouvelle au bout de 10 ans. Il arrive que vous n'êtes pas avec un cabinet de conseil comme nous, et donc vous n'avez pas suivi vos 10 ans. Si vous loupez votre renouvellement, vite, vous redéposez après. Ça vaut ce que ça vaut, mais vous avez un peu brisé la chaîne de froid, on va dire. Vous n'avez plus votre date de dépôt. Votre première marque qui a duré 10 ans ne vous sert plus à rien quand vous redéposez. C'est vraiment important de suivre votre renouvellement. Un exemple qui est une très vieille jurisprudence, mais c'était les cahiers super conquérants. Donc, quand j'étais au collège, il y avait les cahiers super conquérants. Peut-être que tout le monde ne les a pas connus. Et les cahiers super conquérants, ils ont oublié de renouveler leur marque à un moment donné. Conquérant. Donc, vite, ils ont redéposé. Et puis, il y a eu du papier qui est arrivé, Conqueror, une marque espagnole qui a fini par déposer en France, Conqueror. Et il y a eu un gros procès, ils se sont attaqués, Conqueror, Conquérant. On est d'accord que le consommateur, c'est super distinctif, on est bon, Conqueror, Conquérant. Et il peut y avoir confusion. Et ils désignaient tous les deux du papier. Et bien finalement, super Conquérant, ils auraient mieux fait de vérifier leur dossier avant d'attaquer. Conqueror a vu, bah oui, mais votre marque que vous m'opposez, c'est une vieille marque, mais vous n'avez pas renouvelé. Vous m'opposez une nouvelle marque que vous avez déposée. Et moi, Conqueror, j'ai déposé avant votre nouvelle marque. Donc en fait, c'est moi qui dois vous attaquer. Donc Conqueror a réussi à annuler Conquérant. Du coup, les cahiers super Conquérants ont disparu. Ils reviennent là, mais il doit dû y avoir un accord, ça a dû leur coûter je ne sais pas combien. En tout cas, attention de bien renouveler sa marque parce que même quand on est super conquérant, on peut se casser le nez. Voilà. Deuxième chose, une marque, c'est un monopole, donc il y a quand même une obligation, c'est qu'il faut l'utiliser. Donc au début, je vous disais, on précise, on désigne des produits à service un petit peu large parce que c'est drôlement pratique et on fait la place. Mais si vous ne l'utilisez pas au bout de 5 ans, si vous ne l'utilisez pas au bout de 5 ans, vous risquez d'être attaqué, enfin vous risquez que votre marque soit annulée pour ces produits et services qui ne sont pas utilisés. Donc,
Si personne vous attaque, tant mieux, mais si vous avez désigné vos paniers, toujours, je suis sur mon exemple des paniers, et qu'au bout de 6 ans, vous attaquez enfin quelqu'un qui fait des paniers, sachez que votre marque, vous ne l'avez pas utilisée pour des paniers. La première réponse de celui que vous attaquez, c'est de vous dire bah, vos paniers, vous ne les faites pas, donc votre marque, elle protège que des meubles. Après, on ira voir si les meubles et les paniers sont similaires, on n'a pas tout perdu, mais votre marque ne sera plus protégée pour les paniers. Alors ça ne tombe pas automatiquement et c'est certainement pas l'INPI qui va faire le ménage en vous demandant tous les ans, au fait, est-ce que vous utilisez votre marque pour les paniers? Mais vous, dans votre tête, vous savez que vous ne l'avez pas utilisée, que donc attention, allez pas attaquer tout le monde avec, cette marque sur la base des paniers. Voilà. Deuxième chose aussi, c'est que, tout le monde pourrait, parce qu'il en a envie, vous faire une action en déchéance pour non-usage. Alors avant, ça se faisait au TGI, maintenant c'est à l'INPI. Il y a des gens qui, quand ils font leur recherche d'antériorité, se disent: «Il y a vraiment ma marque, elle est presque disponible, je vais pouvoir y aller. Il y a juste cette marque-là qui m'embête au niveau des paniers» et donc plutôt que de se dire: «Bon, ils ne doivent pas l'utiliser, c'est bon, j'y vais», table rase, on fait une petite action en déchéance pour non-usage devant l'INPI, on paye 600 €, on demande les preuves d'usage. Bah, nous, forcément, on ne l'a pas utilisé pour les paniers, donc on ne peut pas répondre les preuves d'usage, ou en tout cas, on donne des preuves d'usage que pour les meubles. L'INPI, du coup, va annuler la marque pour les paniers. On va l'avoir encore pour les meubles, mais ça va être partiellement annulé. Donc du coup, heu, sachant que ça peut vous tomber, à tout moment, en tout cas 5 ans après l'enregistrement, parce que vous avez 5 ans pour, l'utiliser, il est bon de conserver régulièrement des preuves d'usage parce que c'est de montrer que votre marque est utilisée, c'est un gros boulot. Vous devez Si vous montrez un catalogue, bah, on va vous répondre: «Bah, votre catalogue, si ça se trouve, vous l'avez imprimé, mais vous ne l'avez pas diffusé». Donc vous devez montrer votre catalogue et le nombre d'exemplaires, de publication de votre catalogue. Vous devez montrer des factures, mais sur vos factures, souvent, vous avez une référence ou un petit nom court qui est pas forcément votre marque. Donc vous allez devoir montrer que tout ça, ça va ensemble. Vous allez montrer que vous avez fait des publicités dans le journal, certes, mais votre journal, encore une fois, à combien de numéros est-ce qu'il a été publié? Donc c'est un gros, gros boulot, donc c'est bien de régulièrement se dire: «Tiens, je garde des preuves». Vous avez participé à un salon, si vous avez pris une petite photo de votre stand, bah, la photo, c'est sympa, mais on ne voit pas que vous êtes sur le salon, on ne sait pas vraiment quelle est la date de ce salon. Donc conservez votre inscription au salon, preuves de contact. En plus, quand vous êtes sur un salon, ça peut être, votre marque. Alors pour une société, ça peut être le nom de la société, mais c'est pas forcément les marques des produits. Il faut montrer quels sont les produits qui étaient présentés. Donc c'est vraiment très juridique et donc de la preuve. Il faut accumuler de la preuve et que la preuve soit de date certaine, vraiment c'est un petit peu lourd. Donc plus vous accumulez, vous conservez vos preuves au fur et à mesure, mieux ça se passera le jour où on vous demandera des preuves d'usage. Donc attention là-dessus. Oui. Je vais commencer par un petit commentaire. Donc, déjà que pour signaler que moi, personnellement, j'ai connu Super Conquérant et C'est bien. puis ensuite, on a 3 questions. La première étant, alors une marque peut-elle être déposée par 2 sociétés distinctes qui collaborent pour des produits sur le long terme? Oui, on peut avoir plusieurs titulaires, des co-titulaires pour une marque. On peut aussi avoir que c'est déposé par, un titulaire qui va donner en licence, ça peut même être une licence gratuite, à une autre personne. Donc c'est possible de déposer à 2. Attention, quand on est 2 personnes, qu'on dépose en cotitulaire, c'est comme les mariages, il faut établir un contrat de cotitularité parce qu'au début tout se passe bien, mais qui va agir en contrefaçon? Ça va être la faute de qui s'il n'y a pas d'usage sérieux? Qui va avoir les bénéfices s'il y a une licence? Et dans 10 ans, qui va renouveler? Est-ce qu'on fait moite-moite? Vaut mieux faire un petit contrat, entre les 2 titulaires, c'est plus propre et plus sûr. D'accord. Ensuite, on a si je crée des collections, dois-je déposer le nom de mes collections à chaque fois? Alors, on n'est jamais obligé de déposer. En revanche, il vaut mieux à chaque fois faire la recherche d'antériorité pour vérifier que c'est disponible. C'était l'exemple de Guy de Graine du début, mais
peut-être pas forcément entendu au début. Quand on fait une collection et que ça a un nom, pas de chance, on peut être contrefacteur d'une marque de vêtements et du coup, il vaut mieux vérifier. Après, une fois qu'on a vérifié, si c'est quelque chose qui risque de durer un petit peu, ça vaut le coup de déposer. Parce que l'usage d'un terme ne donne aucun droit. Dans les droits antérieurs que je vous ai cités, je ne vous ai pas dit quelqu'un a utilisé un signe. L'usage ne donne aucun droit. Du coup, vous avez créé votre nom de collection. Vous avez vérifié que tout était bon, vous ne l'avez pas déposé. Eh bien, pas de chance. 6 mois après, il y a quelqu'un qui dépose ce nom à titre de marque. Pas forcément un dépôt frauduleux parce que quelqu'un qui vous veut du mal, mais il se trouve qu'il y a énormément de dépôts de marque et donc on peut tomber sur quelque chose d'un peu proche. Eh bien, cette personne qui pourtant a déposé après que vous ayez lancé votre collection peut vous attaquer en contrefaçon ou peut vous faire une lettre de mise en demeure vous demandant de changer. Vous aurez beau dire « mais je l'utilisais avant », vous n'avez pas de droit. Donc, le dépôt de la marque n'est jamais obligatoire pour utiliser, mais ça ne vous donne aucun droit, donc vous pouvez utiliser tant que tout va bien. Si quelqu'un vous demande de le modifier, vous êtes à ce moment-là obligé de le modifier. D'accord. Et donc une troisième question, peut-on inclure un nom de technique de fabrication dans un nom de marque? Alors, on peut toujours, à partir du moment où on a une marque qui est distinctive, on peut toujours rajouter quelque chose qui est non distinctif. Vous avez un nom machin d'optique, un vrai nom de marque, vous pouvez rajouter optique à côté, ou discount, ou marketing, ou tout ce que vous voulez du moment que c'est descriptif. Mais je vous recommande, quand vous déposez votre marque, de déposer uniquement la partie qui est distinctive. Dans 3 mois, vous en avez marre de mettre marketing à côté de votre marque, vous ne le mettez plus. Votre marque qui est protégée, c'est quand même votre marque Tartampion. Et pour revenir à la collection, du coup, si vous avez votre marque Tartampion, si vous voulez éviter tous les soucis de collection, si c'est Tartampion a été automne-hiver, comme ça, c'est quelque chose qui est descriptif. Si vous mettez Tartampion été 2021, vous avez le droit. Vous êtes protégé par votre marque Tartampion. Qui n'est pas terrible comme marque, mais c'était mon exemple. Merci. Voilà. D'échéance pour non-usage, j'ai là un exemple. Je le passe rapidement parce que je pense que vous avez compris qu'il faut bien utiliser sa marque. En plus, là, c'était une marque collective, mais c'était la seule en plus, même pas de l'année, de décembre 2019. Et je voulais à tout prix illustrer. Je vous laisse la lire plus tard. L'action en contrefaçon, donc la fameuse lettre de mise en demeure, celle que vous pouvez recevoir ou celle que vous pouvez envoyer à un autre quand vous êtes titulaire d'une marque. C'est exactement comme de les recherches. Quand on a une marque, on peut interdire un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires. C'est pour ça qu'on a fait des recherches identiques ou similaires. On peut donc interdire tout ça et on peut interdire la position du signe sur le produit ou sur leur conditionnement, l'offre des produits, quelqu'un qui va juste vous promettre de les vendre, c'est interdit. L'importation ou l'exportation. Quand vous avez une marque française, vous ne pouvez pas interdire, on va dire les Chinois, de produire en Chine, mais vous pouvez leur interdire d'arriver sur le marché en France. Pas facile, on est d'accord, mais votre marque française vous protège pour tout ce qui se passe en France. Vous pouvez aussi interdire à quelqu'un de fabriquer en France et de l'exporter en Belgique, parce qu'il aura fabriqué pour l'exportation. L'usage du signe peut être interdit aussi, même s'il est en titre de non commercial, de dénomination sociale, dans les publicités. Sur les publicités comparatives qui sont possibles, si c'est pas fait comme il faut, ça peut être interdit. Et supprimer une marque est aussi un délit. Donc attention, si vous enlevez une marque, vous avez un produit, vous enlevez sa marque et vous mettez le vôtre dessus, c'est aussi un délit. Et attention aussi de ne pas utiliser une marque d'un concurrent en mettant
compatible avec Trucmuche ou formule Trucmuche ou façon Trucmuche, parce que, mine de rien, vous utilisez la marque de l'autre. Même si vous ne dites pas que vous l'avez produit, mais vous utilisez la marque. Donc, dans les actes et dans les exceptions, je voulais vous parler des annonces, des pubs sur Internet, là, les Google AdWords. Ça a fait débat pendant très longtemps, maintenant c'est très clair. N'importe qui peut acheter à Google en pub la marque, une marque. Vous pouvez très bien acheter la marque, le droit d'être référencé sous la marque d'un autre. Ça n'est pas un acte de contrefaçon. Donc, vous pouvez très bien trouver quelqu'un qui a pris votre marque et qui est dans les pubs, quand vous cherchez dans Google, il est tout en haut ou sur le côté avec on voit qu'il a pris une publicité. Vous avez le droit de le faire, il a le droit de le faire, ça n'est pas une contrefaçon. Si, quand on clique sur le site, on voit clairement qu'on n'est pas sur le site de la marque qu'on recherchait. On voit clairement que on avait tapé une marque, on clique bêtement sur les sites qui sont dans les pubs, on est un consommateur un petit peu intelligent, on arrive sur le site, on voit que ce n'est pas du tout le site de la marque. Ce n'est pas une contrefaçon. Ce sera une contrefaçon que si, quand on arrive sur le site, il y a doute. Voilà, donc sachez que vous avez le droit de prendre en mots-clés, en Google AdWords, les marques de vos concurrents et qu'ils ont aussi le droit. Voilà, c'est quelque chose de clair et net. Donc si je comprends bien, on peut habiller sa pub, mais pas habiller son site internet, c'est ça? C'est ça. Habiller de telle manière, enfin que Oui. ça soit un peu trompeur. Alors, c'est pas habillé. Vous avez le droit d'acheter, mettons que vous fassiez des boissons et vous achetez Coca-Cola. Donc vous achetez Coca-Cola, ça va pas apparaître sur votre site. Mais quand les gens vont taper Coca-Cola dans Google, ils vont vous trouver dans les pubs Google. Parce que vous avez acheté Coca-Cola. Vous avez le droit de faire ça. En revanche, s'ils cliquent sur votre site et qu'ils arrivent sur votre site, vous ne mettez pas du rouge et blanc et du Coca-Cola de partout parce que vous n'êtes pas le site D'accord. officiel Coca-Cola. OK. J'en profite, il y a une autre question qui est, à l'ère des ventes en ligne, est-ce plus judicieux de déposer sa marque au niveau européen? Alors, oui et non. Heu, de toute façon, quand on fait de la vente en ligne, idéalement, il faudra avoir une marque, dans tous les pays du monde. C'est un peu coûteux. Il n'y a pas de marque dite internationale. Il y a une marque qui s'appelle internationale, mais elle couvre pas le monde entier. C'est une procédure qui est dite internationale. On coche des pays, on paye des taxes par pays, on a des examens par pays, et on couvre pas le monde entier. La marque européenne, elle est très pratique parce qu'elle couvre les 27 pays. Donc attention, il n'y a plus le Royaume-Uni, il n'y a pas non plus la Suisse qui fait un petit trou dans votre territoire. Elle est au niveau des taxes, par exemple, la 850 € pour la première classe au lieu des 190, alors qu'on a quand même 27 pays, ça vaut le coup. En revanche, attention, c'est une marque unitaire. Donc toutes les antériorités dont on parlait tout à l'heure, des marques, des dénominations, tout ça, c'est multiplié par 27 parce qu'il y a des antériorités dans tous les pays. Or, si vous avez une marque juste en Roumanie qui vous embête, elle vous fait tomber toute la marque. Donc elle est risquée et la recherche d'antériorité est plus compliquée puisqu'il y a on retrouvera forcément plus d'antériorité. Mais encore une fois, quand vous déposez une marque, c'est pour aller ensuite éventuellement attaquer quelqu'un. Donc quand si vous vendez un peu à l'étranger, Europe, ça vaut rapidement le coup d'avoir la marque européenne. Mais voilà, plus coûteux, plus risqué. Sachant que quand on dépose une marque, on n'est pas obligé de déposer tout de suite dans tous les pays, on peut attendre un petit peu. On peut se dire, par exemple, dans 3 ans, je vais aller au marché américain, hop, je dépose plus tard sur le marché américain. On n'est pas obligé de déposer tout de suite. Mais sachant aussi que, il peut y avoir des antériorités qui existent uniquement sur le marché américain, qui fait que vous ne pourrez pas forcément avoir la même marque partout.
C'est le gros problème d'internet, c'est qu'on a vraiment besoin d'avoir la même marque partout, mais vous ne pourrez pas forcément la protéger partout, de la même façon et facilement. C'est la difficulté. Et on a une autre question, je suppose qu'elle concerne Google AdWords. Et la question c'est: ce n'est pas considéré comme de la publicité mensongère? Non, parce que le terme n'apparaît pas et parce que quand vous tapez Coca-Cola que vous avez acheté, vous êtes vraiment dans les publicités de Google et donc le consommateur doit savoir, et c'est pas toujours, que vous avez payé pour être là. Ça a été long, enfin la jurisprudence n'est pas venue toute seule, hein, ça fait des années que ça part en arrière, que ça revient. Mais voilà, c'est pas mensonger parce que justement quand on arrive sur votre site, on voit clairement que, ben, vous avez payé le mot-clé, mais vous n'êtes pas Coca-Cola. J'ai un exemple après pour, vous montrer ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc Aquarelle. Aquarelle, c'est une marque qui a été déposée par la société Aquarelle pour désigner des fleurs et des services de décoration florale. Donc une autre société qui a lebouquetdefleurs.com, elle a réservé le Google AdWords Aquarelle. Elle a le droit. Aquarelle a fait une action et ils ont fait des constats d'huissier pour montrer, ce qu'on voit sur le site et bah, on voit clairement que, quand on arrive sur le site, il n'y a pas confusion. On n'est pas sur le site Aquarelle, on est sur le site, lebouquetdefleurs.com, on n'est pas en train de vendre des choses Aquarelle. Donc l'achat du Google AdWords n'est pas un acte de contrefaçon. Mais, oups, mais quand on creuse un peu quand même sur le site Aquarelle, on finit par avoir différents onglets qui montrent que c'est, bouquet, donc on est toujours sur des bouquets de fleurs. Il y a bouquet et chocolat, donc vous allez offrir une boîte de chocolat avec un bouquet, bouquet et vin, bouquet et rhum, bouquet et aquarelle. Et bouquet et aquarelle, ben, on ne vous vend pas forcément une aquarelle avec votre bouquet, on vous propose éventuellement juste des bouquets tout seuls. Ça veut dire que là, pour bouquet et aquarelle, que vous utilisez sur le site, non pas le Google AdWords, cet usage-là, ça c'est un acte de contrefaçon. Parce que vous avez utilisé Aquarelle pour vendre des fleurs, donc vous êtes contrefacteur de la marque. Donc c'est sur l'usage dans le site, là, qu'il y a contrefaçon. Mais le Google AdWords n'était pas un acte de contrefaçon. Donc s'il n'avait pas fait bouquet et aquarelle sur son site, c'était bon, il n'était pas contrefacteur. Alors, quand on est désespéré, qu'on a fait agi en contrefaçon et qu'on se retrouve avec des produits qui ne sont pas similaires ou des marques qui finalement ne sont pas similaires, on est rejeté de tout, on a perdu en contrefaçon. Toujours ce qu'on a fait, on a agi à la fois en contrefaçon et en concurrence déloyale. Et ça marche de temps en temps et pas toujours. Attention aussi, vous-même, quand vous faites quelque chose, vous n'êtes pas forcément contrefacteur d'une marque parce que l'autre a une marque qui est un petit peu, limite et vous n'êtes pas, mais vous vous êtes rapproché un petit peu trop près. Donc même si vous n'êtes pas contrefacteur, vous pouvez faire des actes de concurrence déloyale. La concurrence déloyale, c'est vous avez fait une faute, vous avez tiré profit de l'investissement de l'autre et j'adore cette formule vraiment de juriste, tirer profit sans bourse délier. Donc vous avez profité de tout l'investissement comme pour Free, comme pour, d'autres choses. Et grâce à ce petit lien que vous arrivez à faire, le consommateur va être trompé et du coup, même si on est pour la défense de la liberté du commerce, là, vous êtes allé trop loin. Et donc, nos assurances déménagement, souvenez-vous, je ne vous avais pas montré les marques, c'était, CTDM, le déménageur responsable, qui était attaqué par CTLM et en plus, on reconnaît ce petit bonhomme qui est assez typique de toutes les pubs qui passent tous les jours de partout et donc, certes, il n'y avait pas contrefaçon parce que assurance et déménagement, ça n'avait rien à voir. Mais là, ils ont quand même fait exprès. Ils se placent un peu vraiment dans le sillage de CTLM. Ils ont profité de l'investissement. Ils ont fait vraiment quelque chose de systématique, d'abusé. On pourrait croire du coup, même si effectivement ce sont des services qui ne sont pas, similaires,
qu'il y a un partenariat entre les 2 sociétés et donc même si CTLM avait perdu au niveau de l'action en contrefaçon, ils ont gagné sur la concurrence déloyale. Donc on attaque rarement directement en concurrence déloyale, mais sachez que, même si je vous ai dit les Google AdWords, vous pouvez y aller, attention au comportement qui peut être fautif. Donc le Google AdWords, oui. Les petits trucs un peu louches derrière, non. Parce que même si vous n'êtes pas typiquement contrefacteur, vous pouvez, si vous Coca-Cola, vous mettez du rouge et du blanc sur tout votre site, c'est pas Coca-Cola. Ça n'empêche, on reconnaît bien ces couleurs et vous avez voulu tirer, profit des investissements de Coca-Cola. Donc toujours attention, vous pouvez être parfaitement dans les clous au niveau contrefaçon, mais pas de comportement abusif, pas de faute, pas de choses un peu tendancieuses, parce que vous avez la concurrence déloyale qui peut vous tomber dessus. Pour la contrefaçon, quand vous avez votre marque, sachez que l'INPI, comme je vous l'ai dit, ils vous écrivent plus jamais. Donc c'est bien d'avoir son certificat de marque, mais il faut être actif. La première chose qui est possible, c'est de surveiller les marques qui sont déposées. Ça, c'est tout simple. Il y a des services. Cabinet Chaillot le propose. Ça permet, quand il y a une marque qui a été déposée, qui est un peu trop proche de la vôtre, de se décider si oui ou non on va faire cette fameuse opposition dans les 2 mois. Ça permet du coup de bloquer quelqu'un qui en est juste au dépôt de la marque, qui n'a pas fait ses recherches comme il fallait. Alors, c'est pas juste parce que du coup, c'est vous qui devez faire, qui avez les frais de l'opposition, mais mine de rien, votre marque, faut la défendre. Opposition ou parfois ce qui marche aussi, mais il faut être un peu réactif et il faut que l'autre soit réactif aussi. Nous, très souvent, on fait une lettre de mise en demeure en disant: «Votre marque, là, c'est bien trop proche de la marque de notre client. On a un délai d'opposition, là, au 26 mai». Aujourd'hui, c'est une date limite pour faire opposition. On a une date au 26 mai. Vous retirez votre marque ou vous enlevez la désignation des vêtements ou ou vous limitez votre marque avant le 20 mai. Sinon, on tombe dessus et notamment on fera opposition. Et il y a effectivement des gens qui n'ont pas bien fait leurs recherches et qui retirent leur marque ou qui limitent leur marque comme il faut. Donc on n'est pas obligé systématiquement de faire une opposition. Du coup, la surveillance des marques permet de bloquer les gens avant qu'ils soient vraiment trop lancés. Vous pouvez surveiller aussi sur internet parce que mine de rien, c'est à peu près là que tous les produits et les services vont se retrouver. Et je vous parle en 2 secondes des services des douanes. C'est pas réservé aux gros, au luxe et au tout ça. Tout le monde peut demander, une surveillance aux douanes si vous avez des produits qui sont, qui circulent un petit peu et que vous voulez pas qu'il y ait des produits des contrefaçons qui arrivent. Vous faites un dossier complet aux douanes, c'est gratuit, ils sont super efficaces et il faut être très réactif. Et du coup, ils bloquent, énormément de choses, que ce soit les douanes françaises ou les douanes de l'Union européenne, si vous avez une marque, de l'Union européenne. Il faut un contact qui est réactif, ils préviennent, ils disent: «Voilà, on a bloqué, il y a un conteneur». Ils arrivent même à bloquer alors, il y a de la contrefaçon qui est super dure en ce moment, c'est que c'est plus des gros conteneurs qui arrivent par des cargos, ce sont des envois, par la poste ou, des choses comme ça et c'est du coup, vous avez un article dedans, mais ils arrivent à en trouver pas mal et à en bloquer. Et vous pouvez dire, il vous envoie juste une photo, vous ne savez pas d'où ça vient, ce que c'est, il vous envoie une photo et si avec la photo vous arrivez à dire: «C'est pas mon produit», détruisez-le, et que du coup celui qui a importé le produit n'a pas trop d'arguments parce qu'il est très bien que c'est de la contrefaçon, il ne va pas se défendre. La douane détruit le produit. Ou vous pouvez décider, si c'est un gros conteneur qui arrive, d'agir en contrefaçon. Ils sont très, très efficaces. Alors, quand ils détruisent le produit, là, ils vont vous faire payer quand même, parce qu'on ne peut pas tout faire gratuitement. Mais leur surveillance, elle est très pratique, très efficace. Vraiment, je les adore. Voilà. Ouais, c'est fini et il est 11h29. Tadam! Et bien, parfait pour ce timing. Hem, alors, du coup, est-ce que on va passer à ce temps de questions et de réponses. Pour l'instant, je crois que nous n'avons aucune question. Peut-être qu'on va attendre, quelques minutes ou quelques secondes du moins,
pour voir si on a davantage de questions. Heu, mais en tout cas, personnellement, moi, j'ai trouvé ça très intéressant, le fait déjà d'aborder, donc ce thème de manière chronologique dans un premier temps, donc c'est-à-dire, à quoi ça sert, pourquoi le faire et puis ensuite comment le faire et puis la mise en application donc est-ce qu'on a plus de questions? Eh bien non. Non, mais c'était tellement clair. Non, enfin vraiment, enfin n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après ou des cas particuliers, vous nous écrivez, vous nous téléphonez et tous les 2 on s'en sortira. C'est jamais simple, honnêtement, c'est vrai que la marque, c'est un peu compliqué, c'est un peu dangereux. Faut pas y aller, comme ça, même enfin vraiment j'insiste sur le fait qu'il faut utilisez pas des noms, sans faire de recherche. Il y a parfois des gens qui ont un nom qu'ils utilisent pour un produit depuis des années, qui me disent: «Ah bah tiens, je vais peut-être le déposer à titre de marque». Ben oui, il serait temps, mais quand on fait la recherche, on s'aperçoit qu'il y a déjà d'autres choses qui ont été déposées. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre, bien au sérieux, qu'il faut faire le plus tôt possible, heu, pour, heu, pour vraiment ne pas avoir de pépins ensuite. Parce que des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont reçu une lettre de mise en demeure, alors que franchement, ils étaient tranquilles dans leur coin, à vendre, leur pot de confiture, sur les marchés. J'en ai vu, plusieurs. Pas tous des confitures, mais des gens, bien embêtés à devoir tout changer, c'est gênant. Donc on a une question Oui, qui est, est-il conseillé de déposer sa marque avant le lancement d'un produit sur un marché? oui, oui. Oui, parce que justement, donc il faut, déposer sa marque, surtout faire les recherches complètes d'antériorité, avant le lancement. Une fois que ce sera lancé, heu et si on fait les recherches et qu'il y a des antériorités très gênantes, vous devrez changer de nom. Or le lancement aura été fait, donc vous avez fait les frais du lancement, de publicité éventuelle, de référencement de sites internet et là, d'un seul coup, on dit: «Ah, rétropédalage, on change de nom». Donc voilà, c'est pas évident. Donc encore une fois, pour ceux qui sont certainement un peu plus âgés que la moyenne, il y avait les bars, Twix, avant quand moi j'étais jeune, c'était Raider, Raider, 2 doigts coupe fin. Maintenant c'est Twix. Alors eux, ils ont changé parce qu'ils ont harmonisé sur toute l'Europe. Quand j'étais petite et qu'il y avait pas internet, c'était tout simple, on pouvait avoir une marque, par pays et on allait en vacances dans le pays d'à côté et le produit n'avait pas le même nom, mais on le reconnaissait. Ça leur a coûté, même à l'époque, une fortune de faire toute cette campagne pour dire, Raider devient Twix. Donc, vous aussi, si, vous avez fait votre lancement et que, 6 mois après vous devez changer de nom, ce sera pas le même budget, mais ce sera un budget important de devoir changer de nom, de référencement, les clients avaient commencé à vous connaître et d'un seul coup, vous leur dites: «Bah non, finalement, je m'appelle plus comme ça». En plus, ça montre que vous aviez pas bien préparé votre dossier, c'est pas terrible. Voilà, donc oui, il faut chercher avant de lancer. Il y a encore une autre question qui est, si les initiales de votre nom correspondent à d'autres marques, notre dépôt est refusé? Point d'interrogation. Alors, il peut être refusé s'il y a opposition. Le fait que ce soit même si c'est votre nom, même pas vos initiales, mais si c'est votre propre nom, il n'y a que les personnes particulières qui peuvent utiliser leur propre nom. Mais si vous en faites vraiment, une marque, que vous me la posez sur des produits, du coup, vous êtes plus en train d'utiliser votre nom, vous êtes en train d'utiliser une marque. Donc attention même au nom. C'est mon nom, j'ai le droit. Bah, vous avez le droit d'avoir votre nom, mais si vous marquez sur votre pot de confiture votre nom, ça devient une marque. Donc ça devient plus gênant. Si pas de chance, vous vous appelez, Cartier, et que vous faites, vous aussi, des bijoux et de l'horlogerie, heu, vous avez le droit de continuer à vous appeler Cartier, mais alors déjà, on va vous demander de mettre votre prénom devant aussi gros et grand que votre nom. Mais surtout, on va vous demander de trouver une marque qui soit pas votre nom. Donc que ce soit votre nom ou vos initiales, si ça correspond à une marque, c'est un problème. Sachant que quand on fait des recherches de marque, tout ce qui est très court,
Bah, c'est pris. Statistiquement, si vous cherchez une marque qui est en 2 syllabes, vous allez forcément, puisque on cherche pas qu'à l'identique, vous allez forcément avoir quelque chose qui est très proche. Si toutes les combinaisons de 2 ou 3 lettres, c'est très pris aussi. Donc quasiment tout est déposé. Donc quand vous cherchez un nom, et là je le dis tout le temps et je suis anti-marketing à fond, faut au moins 3 syllabes parce que, je sais que ça sonne moins bien, que c'est plus facile d'avoir quelque chose en 2 syllabes, mais par rapport aux antériorités, 3 syllabes, c'est bien. Et dans les 3 syllabes, je veux pas que la dernière soit tech, ou que le premier soit les 2 premières soient innov, voilà, ça c'est non, des vrais 3 syllabes. Voilà, mon petit conseil. Et donc combien cela peut-il nous coûter si on se fait attaquer pour usage d'un nom de marque similaire? Cher, minimum, 10 000 €, plus vos frais d'avocat, plus, le fait de tout changer après. Heu, voilà. Non, Donc minimum 5 000, on va dire, en dommages et intérêts. Ça dépend un peu de l'utilisation que vous avez faite, bien sûr. Heu, mais heu, mais vous allez devoir payer, une partie des frais de l'avocat de l'autre. Vous allez avoir les dommages et intérêts, vous allez avoir vos propres frais d'avocat. Ça va très vite à 5 ou 10 000 €, très rapidement et même plus, si vous avez fait un gros usage. d'accord, ça c'est si on persiste après la mise en demeure? Non, ça c'est si vous n'avez pas répondu à la mise en demeure, que le procès se fait, que vous vous défendez juste un petit peu enfin, si vous vous défendez pas, vous n'avez pas vos frais d'avocat, vous allez avoir des dommages et intérêts parce que, tout ce que vous avez fait avant, c'était déjà de la contrefaçon. D'accord. Oui, c'est pour ça que je dis recherche d'antériorité, attention. Alors ce sera pas à chaque fois, ça c'est pardon, 5 000 c'est si quelqu'un va jusqu'au procès quand même. Mais si quelqu'un vous fait une lettre de mise en demeure et vous dit, «Retirez tout et en plus, payez-moi 2 000 €», si vous retirez tout et que vous dites, «OK», voilà, ça même si enfin, ça vous coûtera pas les 5 000, mais si la personne va jusqu'au procès, ce qui est arrivé à quelqu'un, pendant la pandémie, il avait racheté un commerce, il a repris le nom qu'il n'aurait pas dû reprendre parce que le nom n'était pas bon du tout. Il y a des lettres de mise en demeure qui sont arrivées, il n'est pas allé les prendre, il pensait pas que c'était pour lui, il pensait que c'était encore à l'ancien. Alors oui, c'était pour l'ancien, mais finalement il était responsable. Le procès s'est fait sans lui. Il est contrefacteur, il doit payer, 7 000 €. Voilà et il a ouvert son magasin, en pleine pandémie, il a rien fait, enfin un commerce de bouche. Il n'a rien vendu, voilà, il a directement à devoir 7 000 €. Donc ouais, ça peut se faire même si, vous n'êtes pas prêt, même si vous ne répondez pas au procès. OK. Bon, eh bien, je crois qu'on n'a pas plus de questions. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Bah, très bien. Merci beaucoup à vous. Merci à vous d'avoir écouté. Merci aux participants d'être présents également. Et puis, bah, écoutez, bah, heu, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit donc la chambre de métier d'Audienne ou encore le cabinet Chaillot. Donc si j'ai bien compris, donc voilà, ici nous avons, le contact du cabinet Chaillot, donc qui se trouve au 21 boulevard Georges Perrin et voilà, c'est tout pour nous. Bonne journée. Vous aussi, au revoir. Au revoir.